Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde, analyse avec un S, sur Odyssée et Rumble. Merci encore à tous. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 13 janvier 2024 avec comme titre principal un général allemand dévoile que la plupart des soldats ukrainiens qui se battent sur le front sont en majorité des civils. Des civils bien sûr qui ont été formés, mais venant de la partie civile de la population et non pas des soldats de métier ou même des gens qui ont eu une formation avant militaire, pourrait-on dire. Non, vraiment des civils et à peine formés. Évidemment, je vous montrerai l'article du Eastern Herald qui vous montre tout cela. Vous me connaissez, car je fonctionne beaucoup avec les articles de journaux internationaux. Donc là, nous verrons que l'état de délabrement de l'Ukraine au niveau militaire est absolument terrible. Rien de nouveau, c'était attendu, c'était logique, inéluctable. Je vous le dis depuis des mois, des mois, des mois. Et on est dans l'interminable défaite de l'Ukraine, comme je vous le disais précédemment. C'est-à-dire que le délabrement, en parlant que de l'armée ukrainienne, est absolument à tous les niveaux. On a un délabrement au sein même du gouvernement de Zelensky. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, ça fait des mois et des mois que ça dure, hein, la valse des ministres ou des hauts responsables gouvernementaux qui ont été virés pour corruption, c'est sans fin et ça continue toujours. Et ça continue toujours. Et on a le désaccord profond entre Zaloujny, donc le général en chef, et le président Zelensky. Ça fait plus d'un an que ça dure. Hein, n'oublions pas qu'à un moment donné, Zaloujny a été court-circuité en faveur du général Syrski, qui est le général en chef, mais lui de l'armée de terre. Donc il a été court-circuité pendant près d'un an. Et là, apparemment, il revient. Il revient parce que Zaloujny, c'est une figure internationale connue. Et que Zelensky, ne serait-ce que pour sa propre carrière politique, et pour ne pas voir un coup d'État arriver trop vite, pourrait-on dire, l'a remis en selle. Donc lui a redonné des pouvoirs. Et Zaloujny, bon, essaye de faire quand même bonne figure, hein. Il n'essaye pas de contredire systématiquement son président, bien qu'il le fasse quand même un peu, parce que ce sont de véritables ennemis, vraiment qui se détestent. Donc voilà, donc Zaloujny peut quand même pas entièrement se retenir contre Zelensky. Et on a en toile de fond Aristovitch, hein, bien entendu, l'ex-conseiller de Zelensky, qui fait toujours autant parler de lui dans les médias ukrainiens. Et lui tourne de plus en plus russophile. Il commence à être illuminé, Aristovitch, et lui qui est un fervent propagandiste au début de la guerre, hein, parce que c'est lui qui s'occupait de cela, aussi, en même temps que les conseils militaires qu'il donnait à Zelensky, et bien Arestovitch, au fur et à mesure, parce que bon, vous voyez les points sur l'Ukraine, je vous montre des vidéos de la télé ukrainienne d'Arestovitch, et à chaque vidéo, quoi, chaque semaine, il devient de plus en plus russophile, dans le sens où il comprend de plus en plus pourquoi la Russie fait son opération militaire spéciale. Donc il commence à découvrir petit à petit, et là, ça y est, il a eu l'illumination, et il ose dire, donc dans les médias publics, que au final, c'est la Russie qui avait raison, et c'est la Russie qui a été agressée, et non l'inverse. Donc c'est carrément énorme, c'est absolument gigantesque comme scoop, puisque comme c'est un personnage éminent de l'espace public ukrainien,
Et qu'Arestovitch, même s'il a été viré par Zelensky, bah, il a été viré pour la petite histoire dont je vous l'avais dit il y a des mois et des mois, bah, parce que comme Zaloujny, bah, il n'était pas d'accord avec toute la stratégie, toute la politique de Zelensky, donc il a été écarté du pouvoir, du gouvernement, et depuis lors, bon, il l'a mauvaise bien sûr, mais il n'a jamais cessé d'apparaître dans les médias ukrainiens. Bon, bah, en tant qu'ex-membre éminent du gouvernement, je suppose que ça le protégeait. Bref, en tous les cas, on a tout cela. On a Zelensky qui se plaint des systèmes antiaériens de l'OTAN qui ne marchent pas, qui sont remplacés par de nouveaux, mais qui marchent toujours pas, et plusieurs fois d'affilée comme ça. Donc il en a eu tellement marre bah, qu'il y a eu un article dans Ukrainska Pravda où Zelensky bah, disait en avoir marre. Imaginez-vous le président Zelensky dans un des grands journaux, un grand journal ukrainien, qui dit qu'il en a marre des systèmes antiaériens de l'OTAN, qui n'arrêtent pas de tomber en panne, qui sont remplacés, mais le remplacement est autant en panne que le précédent, et à plusieurs reprises comme ça. Alors bon, il précise que c'est un pays, évidemment, qui fait ce genre de choses, il n'a pas osé le nommer. Évidemment, encore une fois, pour les nouveaux qui ne connaissent pas ma chaîne, tout cela, je vais vous le montrer par des articles. Vous allez voir tout ça, évidemment. Donc, effondrement à tous les niveaux. Je ne vous parle pas du moral des soldats ukrainiens qui est catastrophique. Je vous avais déjà montré la semaine dernière des vidéos de la télé ukrainienne de soldats revenant du front en disant que bon, bah, l'armée russe en fait était bien plus supérieure que celle ukrainienne à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et je vous ai montré les extraits de vidéos de ces soldats avec les sous-titres. Donc voilà, je vous ai montré les preuves de tout cela, sachant que c'est la énième vidéo que je vous montre d'Ukrainiens qui se plaignent de l'armée ukrainienne et qui disent la vérité sur l'armée russe. C'est la énième vidéo, je vous en ai présenté plusieurs, pour ne pas dire beaucoup, presque à chaque semaine d'ailleurs. Donc voilà, donc il y a un état de délitement, mais on peut même plus parler d'élitement, d'effondrement sous nos yeux pour tout ce qui tourne autour du militaire en concernant l'Ukraine. Le gouvernement, vous le savez déjà, la corruption n'arrange rien au sein de l'État ukrainien. Et là, évidemment, bon là maintenant vous le savez tous, les paquets d'argent et d'armement qui ont été arrêtés par les États-Unis et l'Union européenne. Bon, on peut penser que c'est temporaire, mais là pour l'instant, l'Union européenne a promis qu'ils allaient contourner le blocage de Viktor Orban, c'est-à-dire de la Hongrie, pour le paquet de 52 milliards d'euros. Bon, ils ont promis, ils essayent de trouver une solution, ils ne l'ont toujours pas trouvé pour l'instant. Alors je ne sais pas comment ils vont faire, mais bon, on l'apprendra bien assez tôt. Quant aux États-Unis, qui étaient le pourvoyeur principal, eh bien, bah, on verra ça dans un peu moins d'un mois. Il y aura un nouveau vote au Congrès américain. Nous verrons si cette fois le paquet 2024 va passer. Alors inutile de vous dire que si le paquet 2024 ne passe pas, il y aura un tel cataclysme politique mondial et concernant l'Ukraine, ce sera ouais, un tel cataclysme que ça risquerait de refroidir l'Union européenne qui se retrouverait toute seule à essayer d'aider l'Ukraine dans une Europe qui elle-même s'effondre avec des grèves terribles en Allemagne qui font suite à des grèves en Angleterre et dans d'autres pays, aux Pays-Bas hein, bien sûr aussi, il y a eu d'énormes manifestations. Donc l'Allemagne commence à se révolter de tout ce qu'elle doit subir, tout ce qu'elle doit avaler comme couleuvre, à commencer par la destruction des Nord Stream, par la traîtrise incroyable d'Olaf Scholz quant à l'explosion des Nord Stream. Car oui, quand les Américains ont fait exploser les Nord Stream, Olaf Scholz est resté muet et depuis lors, il n'a toujours rien dit. Pas un mot, il n'en a même plus parlé des Nord Stream. Bref,
Donc voilà, tout ça c'est une catastrophe aussi pour l'Europe. Cela a mené une crise énergétique, cela a mené à beaucoup de manifestations, beaucoup de révoltes. Les gens un peu partout commencent à se tourner contre leur gouvernement qui veulent donner toujours plus à l'Ukraine, toujours plus de pouvoir à l'Union européenne. Bref, c'est un tout et la cocotte minute risque peut-être un jour d'exploser. Faut se méfier. Bon, allez, j'arrête là parce que je commence à digresser un peu. Bon, bref, comme d'habitude, cette vidéo est en trois parties. Vous aurez les informations générales qui seront suivies de la conclusion et enfin la carte militaire afin de savoir ce qu'il se passe sur le terrain. Alors vous savez que moi je marche beaucoup avec les articles et on va en voir pas mal ensemble, mais avant tout cela, je vais vous montrer une petite vidéo qui résume tout, qui vient du journal Le Point. Donc c'est une petite vidéo qui résume bien la situation et qui vous dit bien quel est l'état de la situation de l'armée ukrainienne. Je vous laisse voir ça. Alors le premier article sera celui du New York Times et que dit-il? La Russie lance une attaque de missiles à grande échelle selon l'Ukraine. L'assaut semble faire partie d'une campagne aérienne plus large lancée par la Russie fin décembre, visant à épuiser les défenses aériennes ukrainiennes avec des vagues de missiles. C'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, hein, que justement les Russes visaient à épuiser les défenses aériennes ukrainiennes tout en visant des cibles militaires, bien sûr. Donc bon, bah là c'est confirmé par le New York Times. Donc là c'est extrêmement récent, l'article date du 13 janvier, qui a été mis à jour à 5h26 du matin. Alors, je vais pas tout lire, hein, je vais juste m'arrêter là parce que c'est un ajout rapide. La Russie a attaqué l'Ukraine avec plusieurs vagues de missiles samedi matin, a annoncé l'armée ukrainienne, mettant le pays tout entier en état d'alerte aérienne et envoyant les gens se précipiter pour se mettre à l'abri alors que des détonations se faisaient entendre dans plusieurs villes. L'attaque qui a débuté vers 5h du matin heure locale, c'est-à-dire aujourd'hui à 5h du matin, et a duré environ 3 heures, a impliqué près de 40 missiles de croisière et hypersoniques tirés depuis différentes régions, dont la péninsule de Crimée occupée par la Russie et par la mer Caspienne. Donc c'est-à-dire la mer qui est à l'est de la mer Noire, hein, c'est la mer Caspienne. Je vous rappelle, elle est juste au-dessus de l'Iran, hein. Donc, et la mer Caspienne au sud-est de l'Ukraine. Ça veut dire qu'ils envoyaient des missiles de loin. Donc là, c'est des missiles de croisière certainement, ou les missiles hypersoniques. Ils visaient des villes comme Kiev, la capitale, et Lvov, près de la frontière avec la Pologne. Donc Lvov, c'est la plus grande ville ukrainienne à l'ouest de l'Ukraine. Je dis bien à l'ouest de l'Ukraine. Voilà, faut savoir que la plus grande ville de l'Ukraine, c'est Kiev, et la deuxième qui était la plus grande ville de l'Ukraine était Kharkov.
Bref, alors pourquoi je vous montre ça qui vient juste de sortir, hein, c'était ce matin, c'est parce que voilà, bah, c'est la quatrième attaque massive de missiles hein, depuis le 22 décembre 2023. Les Russes n'arrêtent pas de lancer des attaques massives. Donc on arrive presque à une routine entre guillemets. On sent qu'il y a une montée crescendo des attaques de missiles russes. Est-ce que ça annonce la fameuse offensive russe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il est clair qu'il prépare clairement le terrain. Donc il s'assure que les systèmes antiaériens ukrainiens soient épuisés, certainement pour envoyer dans très peu de temps, ce n'est que ma spéculation, une attaque aérienne à grande échelle, où là ils seront tranquilles de ne pas être tirés dessus. Donc ils pourront envoyer là leur avion de combat entre guillemets tranquillement bah, pour faire encore plus de dégâts bien évidemment. Donc voilà pourquoi je vous montre ça, ça vient de tomber, hein. C'est extrêmement récent comme information. Un autre article, toujours du New York Times, la Russie reprend le dessus dans l'est de l'Ukraine alors que les troupes de Kiev luttent. Les Ukrainiens sont fatigués, à court de munitions et en infériorité numérique et leur perspective semble sombre. Nous pouvons les arrêter pour le moment, mais qui sait, a déclaré un soldat. Demain ou après-demain, peut-être que nous ne pourrons plus les arrêter. Voilà, donc ça date pareil, ça date du 13 janvier, ça date d'aujourd'hui. Je vais juste vous dire ça. Le soldat ukrainien regardait le char russe. Il a été détruit il y a plus d'un an dans l'est du pays et se trouve désormais loin de la ligne de front. Il haussa les épaules et découpa la coque rouillée avec un chalumeau à gaz. Le soldat n'était pas là pour le moteur, la tourelle ou les chenilles du char. Ceux-ci avaient déjà été récupérés. Il était là pour son épaisse armure. Le métal serait coupé et attaché pour protéger les véhicules blindés de transport de troupes ukrainiens défendant la ville assiégée d'Avdiivka, à environ 105 km de là. La nécessité de cannibaliser un véhicule russe détruit pour aider à protéger les réserves d'équipement en baisse de l'Ukraine souligne les défis actuels de Kiev sur le champ de bataille alors qu'elle se prépare à une nouvelle année de combat rangé. Donc vous voyez, il cannibalise donc un tank, puisqu'on parle de tourelles et de chenilles, et bah parce que les Ukrainiens n'ont plus rien, donc ils en sont arrivés à ces extrémités-là. Alors évidemment, c'est pas nouveau. La seule chose qui est nouvelle, et c'est pour ça que je vous le montre, c'est que là, cette fois, on en parle dans le New York Times, de cette cannibalisation bah là, d'un char russe, mais c'est partout pareil sur le front. Et vous notez le petit détail, il cannibalise un char qui a été détruit il y a plus d'un an. C'est pas un char récent, hein. Voilà, donc tout ça aussi en dit long. Alors là, on va commencer par l'article de Ukrainska Pravda qui nous dit les Russes lancent 51 missiles et 8 drones d'attaque sur l'Ukraine. Près de la moitié ont été abattus. Ça date du 8 janvier. Alors, ces 51 missiles, c'est la troisième attaque massive consécutive russe. Donc, en quelques jours de temps seulement. Donc, pour ceux qui disaient que les Russes avaient épuisé leurs missiles, évidemment, cette chanson, on la connaît depuis l'année dernière. Évidemment, c'est archi faux. Ils ont énormément de missiles, les Russes. Et le fait qu'ils en aient tiré un petit peu moins avant l'hiver, ça leur a permis en plus de refaire leur stock. C'est peut-être pour ça qu'ils peuvent se permettre autant de tirs de missiles consécutifs. Donc là, cet article est très intéressant et vous allez voir pourquoi. Bon, on va dire 51 missiles qui ont été lancés par les Russes ainsi que 8 drones. Donc là, on a le détail plus exact, ça vient de Valéry Zaloujny, hein, donc le commandant en chef. Lui nous dit que les systèmes antiaériens ukrainiens ont abattu 8 Shahed 136 et 131. Donc évidemment, les Ukrainiens persistent à les appeler Shahed, parce que comme ça montre bien le côté iranien.
Bon, ça, c'est de la propagande, hein, c'est de la communication. En fait, les Russes ont envoyé des Shahed qu'il y a très très longtemps maintenant. Ils les fabriquent eux-mêmes, les Shahed, et ça s'appelle des Géranium 2. Donc Geran-2 en russe. Donc les Géranium 2 sont des drones effectivement iraniens, mais fabriqués en Russie sous licence iranienne. Modifiés par les Russes, donc ils sont plus entièrement iraniens à la base même, hein. Donc c'est les Russes qui les fabriquent. Mais bon, pour une raison de propagande et de communication, ils persistent à les appeler Shahed, vous comprenez bien pourquoi. Donc 8 drones arrêtés, et 8 sur 8, hein, et 18 missiles de croisière. Alors les missiles de croisière, des Kh 101, Kh 555 et Kh 55. Voilà. Ça, c'est ce que a abattu en tout les défenses antiaériennes. Voilà. Maintenant, on va regarder un peu plus dans le détail. Donc, bon, 8 drones arrêtés, donc d'accord. 7 missiles guidés antiaériens S-300, S-400 depuis l'oblast russe de Belgorod. Alors là, il faut que je vous en parle parce que c'est la deuxième fois que je vois ça depuis quasiment depuis le début, à ma connaissance, de la guerre. Mais à ma connaissance, hein, je lis pas tout ce qui sort, hein, non plus. Donc c'est la deuxième fois que je vois ça, et là j'ai décidé de vous en parler. Parce qu'en fait, les Ukrainiens utilisent ce subterfuge de dire que les Russes lancent des S-300 bricolés. Alors le fait qu'ils aient ajouté S-400, ça c'est tout nouveau, et ça les ridiculise encore plus, les Ukrainiens, vous allez comprendre pourquoi. Mais ils disaient, oui, effectivement, que les Russes lançaient, en tant que missile sol-sol, et c'est pas la première fois, des S-300. Donc les S-300, ce sont des missiles antiaériens sophistiqués, surtout les missiles russes qui n'ont jamais arrêté d'être mis à jour. Les missiles S-300 ukrainiens, eux, ils ont plus de 30 ans. Ils sont extrêmement vieux. Et puis, quand je dis 30 ans, ouais, peut-être même des fois 35 ans. Voilà. Et je rappelle que les missiles ukrainiens ont défrayé la chronique 2 fois dans les médias internationaux. La première fois, c'est quand un missile S-300 a une malfonction et est tombé en Pologne, a tué 2 agriculteurs et a détruit un tracteur. Voilà, donc un S-300 qui a carrément fait demi-tour. Les Ukrainiens n'ont jamais changé d'avis, ils ont toujours dit c'est les Russes, même si les Américains ont tout de suite catégoriquement dit que c'était un missile S-300 ukrainien qui a eu une malfonction. Voilà. Ensuite, peu de temps après, mais ça a été beaucoup moins médiatisé, il y a eu un autre S-300 qui est tombé en Moldavie, mais en forêt moldave. Et les Moldaves, évidemment, étant les sbires totales, évidemment, de l'OTAN, de l'Union européenne, les Moldaves ne s'en sont pas plaints. Il n'y a pas eu mort d'homme en plus. Mais ils n'ont rien dit, les Moldaves, quoi. Le gouvernement n'a rien dit. Ainsi qu'aucun média, presque aucun média moldave. Heureusement, il y a des habitants qui ont pris des photos, et puis au final, c'est quand même passé dans certaines presses, comme la presse indienne et chinoise. Mais bref, voilà. Donc, pourquoi les Ukrainiens disent cela, hein? Alors, tout simplement parce que depuis le début de la guerre, il y a eu... Alors, je dis ça de tête, et parce que c'est Xavier Moreau qui l'avait dévoilé. Alors, je vous parle ça il y a des mois, hein, donc ça, maintenant c'est beaucoup plus, mais je me souviens que Xavier Moreau avait dit que il y avait eu, alors d'après lui, hein, bien sûr, hein, je peux ni confirmer ni infirmer, d'après lui, il y avait eu 17 S-300 à sa connaissance, et je vous parle de ça il y a des mois, qui étaient S-300 ukrainiens, qui étaient tombés sur des zones d'habitation ukrainiennes, des immeubles à Kiev, à Dnipropetrovsk, à Kharkov, à Odessa, etc., même à Lviv. Et donc, au final, c'était des S-300 qui a eu une malfonction et qui est retombé tout simplement sur des zones d'habitation. Alors, c'est pas intentionnel.
par rapport au gouvernement ukrainien. C'est pas du tout intentionnel, c'est purement accidentel. Mais ils accusaient les Russes parce qu'évidemment ça les arrangeait bien. C'était d'un mal on en fait un bien. Et donc ça permettait d'accuser les Russes, de dire regardez, ils ciblent exprès des zones d'habitation. Donc voilà pourquoi les Ukrainiens parlent de tirs de S-300 russes. Donc ça voudrait dire que les Russes bricolent des S-300 qui valent extrêmement cher, hein. C'est parmi les missiles qui valent les plus chers, hein, les S-300 dans l'arsenal russe. Donc ils les ont bricolés, donc ça a dû coûter une fortune de les bricoler, puisqu'ils ne sont pas du tout faits pour être sol-sol, mais sol-air, c'est-à-dire des missiles antiaériens, comme c'est marqué là d'ailleurs. Et en plus, et puis alors là on tombe dans le ridicule le plus total, là, ils viennent d'inventer S-400. Donc un missile qui vaut beaucoup plus cher qu'un S-300. Et imaginez bricoler un S-400 alors qu'ils sont extrêmement précieux pour les Russes. Tout comme ils le sont pour les Ukrainiens, les S-300. Donc c'est impensable que les Russes bricolent un S-400 qui vaut une fortune et qui est extrêmement précieux pour la défense antiaérienne. Alors, à la limite, on pourrait imaginer que ce serait possible techniquement, car oui, ça pourrait être possible techniquement, bien que moi j'en ai jamais entendu parler, mais ça peut être possible techniquement, bien sûr. Mais dans ces cas-là, le pays qui ferait ça, ça voudrait dire qu'il n'ait plus d'autres missiles sol-sol. Ça voudrait dire qu'il n'ait plus de KH-101, qu'il n'ait plus de KH-22, qu'il n'ait plus de KH-31P, quoi, qu'il n'ait plus d'Iskander, qu'il n'ait plus de... Bref, d'autres missiles de croisière, balistiques et autres. Ça voudrait dire qu'il n'ait plus rien pour qu'il fasse ce geste désespéré, qui prendrait énormément de temps et qui serait extrêmement difficile à faire sur un plan technique. Je parle pour des missiles aussi sophistiqués. Voilà, pour les S-400, c'est carrément complètement débile, donc je ne vais même pas parler du S-400. Bref, vous comprenez pourquoi les Ukrainiens font ça. C'est uniquement pour dire, bon bah voilà, c'est les Russes qui font ça, alors qu'en fait, c'est les Ukrainiens qui accidentellement bombardent leur propre zone habitée, et je dis bien accidentellement. Voilà. Donc les Russes ne sont pas aussi désespérés, ils ont des centaines, voire des milliers de missiles peut-être en stock, ils n'ont pas besoin de faire ce genre de choses, et la preuve, regardez tous les autres missiles. Bref, je continue. 4 missiles Kinjal, donc tirés par des MiG-31K, 24 missiles de croisière, donc on en a déjà parlé, par des bombardiers Tu-95, donc ça c'est des bombardiers russes à hélice contre-rotative, hein, quand on parle des moteurs, et 8 Kh-22, donc c'est des missiles de croisière russes lancés par des Tu-22M3, donc ça c'est des bombardiers à réacteurs ultra rapides, donc rien à voir avec les Tu-95, qui sont beaucoup plus récents ceux-là aussi. 6 missiles Iskander-M qui ont été envoyés par les Russes et 2 missiles Kh-31P. Ça, ce sont des missiles très très récents, les plus récents étant les Kh-32. Mais ça, ce sont d'excellents missiles, hein, tout comme l'Iskander-M. Bref, et vous notez, quand vous lisez, qu'ils ont arrêté que 8 drones et 18 missiles de croisière, uniquement les missiles de croisière. Ça veut dire que pour le reste, ils n'ont rien arrêté du tout. Donc ça, c'est un changement de propagande quand même. Parce que dans la première attaque massive et la deuxième attaque massive, ils ont arrêté la plupart des missiles, des drones. Ils ont arrêté 10 missiles Kinjal sur 10. Vraiment de manière infaillible, leur système de défense infaillible. Et là, vous voyez, ils sont obligés quand même, à la troisième attaque, de confesser que leur système antiaérien s'effondre. Bah oui, forcément. Au bout d'un moment, ils n'ont plus rien, les Ukrainiens. Donc, je vais vous montrer un tweet qui vient du gouvernement ukrainien. C'est Ukraine Battle Map. Donc, c'est un tweet officiel. Et là, c'est beaucoup plus clair. Là, c'est marqué, donc, les défenses antiaériennes ukrainiennes
ont abattu 18 missiles sur 51, c'est-à-dire 35%. Et là, qu'est-ce qu'on vous montre? 0 missile Kinjal arrêté sur les 4 envoyés. 18 sur 24 là. Des missiles de croisière arrêtés. 18 sur 24. 0 KH-22 d'arrêté. 0 Iskander-M d'arrêté. 0 missile KH-31 d'arrêté. 0. Et 8 drones sur 8. Vous voyez, là c'est beaucoup plus clair là déjà ce tweet qui vient de l'Ukraine. On va revenir à là. Bref, on va arrêter sur cet article. Alors je m'y suis longuement attardé, hein, désolé pour le temps, mais ça valait le coup, surtout pour expliquer cela, parce que ça implique que les Russes bricolent en missiles, ils les transforment en missiles sol-sol, leurs missiles sol-air anti-aériens, ce qui est complètement absurde, mais ça permet aux Ukrainiens de se justifier concernant évidemment les attaques sur les zones habitées civiles, soi-disant par les Russes. Bref, passe à un autre article. Alors toujours du journal ukrainien Ukrainska Pravda. Donc là, j'ai déterré un article qui date du 29 mars 2023. Donc vous allez me dire, mais pourquoi prendre un article beaucoup plus ancien qu'à un an environ? Bah parce que c'était quand je suis tombé dessus par hasard, mais c'était quand même parlant. Parce que ça, on n'en a pas parlé dans les médias occidentaux quand c'est arrivé. L'Ukraine restitue à son allié son système de défense aérien qui ne fonctionne pas. Ça, c'est Zelensky. Vous voyez? Donc là, je rattrape le retard. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il dit? L'un des pays européens fournit à l'Ukraine un système de défense aérien qui n'a pas fonctionné. Il a été remplacé encore et encore. Le président Zelensky, dans une interview accordée à Associated Press, Zelensky a déclaré que l'État partenaire européen de l'Ukraine lui avait fourni un système de défense aérien qui ne fonctionnait pas correctement et qui a été donc remplacé à maintes reprises. Zelensky n'a pas nommé le pays, bon, évidemment. Voilà. Donc, bon, je vais pas lire le reste, parce que le reste, c'est obsolète comme information. Mais ça vous montre quand même quelque chose de, voilà, qui en dit long sur le système militaire de l'OTAN. C'est-à-dire le système antiaérien. C'est-à-dire on a donné à l'Ukraine, en réalité, c'est comme ça que je le comprends, des systèmes obsolètes, pas entretenus, et on leur a donné un qui n'a pas fonctionné. Oh, quelle surprise! Et on a donné tous les vieux stocks à l'Ukraine. C'est pour ça que ça a été remplacé à maintes reprises, et parce que ça ne marchait jamais. Donc on leur donnait des vieux trucs tout pourris qui ne marchent pas. Comme ça permettait de dire aux médias, bah regardez, on donne à l'Ukraine. Vous voyez? Et je soupçonne fortement l'Allemagne. Mais bon, bref. Donc tout ça est typique du côté otanien. C'est typique dans le sens hypocrite. Hein, je vous ai déjà montré il y a quelques mois de cela, certes, d'après un grand journal allemand, les livraisons exactes de ce qu'avait livré en réalité l'Allemagne à l'Ukraine, et c'était 1/10 de ce qu'il disait dans les médias. 1/10 seulement. Donc vous voyez l'hypocrisie énorme de l'Allemagne. Bref, voilà, je voulais vous montrer cet article qui en dit quand même très long sur le côté des systèmes otaniens. On va passer à un autre article. Là, c'est un article de Eastern Herald, extrêmement intéressant, et donc d'un général allemand. Les soldats des forces armées ukrainiennes ne sont pas intéressés par l'entraînement, mais uniquement par les moyens d'intimider l'ennemi. Voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai trouvé ça, donc ça date de mai 2023, mais ça vous donne l'ambiance. Ça vous donne l'ambiance. Et à mon avis, il y a peu de chances que ça ait changé entre-temps. Là, vous voyez, le lieutenant général de la Bundeswehr, Andreas Marlow, commandant de la mission de l'Union européenne
chargé de former les forces armées ukrainiennes en Allemagne. Donc c'est lui le général en chef de toute l'Union européenne pour la formation des soldats ukrainiens. Et que disait-il à cette époque? Il a déclaré que l'armée ukrainienne avait montré peu d'intérêt pour la formation. Il tente d'en apprendre davantage sur les moyens d'intimider l'ennemi, y compris ceux communément qualifiés de crimes de guerre dans le monde, a déclaré le commandement. Les instructeurs allemands qui ont travaillé avec des Ukrainiens reconnaissent qu'ils ne sont pas intéressés par le programme de formation. Ils sont beaucoup plus intéressés par les moyens d'intimider l'ennemi, y compris ceux qui peuvent être qualifiés de crimes de guerre, dit Marleau. Il a ajouté que l'armée ukrainienne, lors de conversations avec des instructeurs, a montré une croix gammée et a salué les opérations punitives menées par les troupes SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Saluer les opérations des troupes SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur Internet, le général est présenté comme un enquêteur sur les crimes de guerre commis par des soldats ukrainiens. Vous voyez ça? Vous voyez un petit peu? Ce général, qui est un des plus haut placés de l'Union européenne, est présenté comme un enquêteur sur les crimes de guerre commis par les soldats ukrainiens. Alors ça, vous voyez, pareil, je suis tombé par hasard dessus, mais sinon on l'aurait jamais su. Allez, encore un article de Eastern Herald, dans la même veine, sauf que lui, il est beaucoup plus à jour et c'est beaucoup plus grave. Donc c'est toujours le même général, donc vous voyez, ça n'a pas changé. C'est le lieutenant général Andreas Marleau à la tête du commandant des formations de l'Union européenne pour l'Ukraine. Vous voyez, c'est toujours lui, ça n'a pas changé. Et que dit-il cette fois au 4 janvier 2024 parce que je vais dans un ordre chronologique. Presque tous les soldats ukrainiens sont tués ou blessés. Seuls les civils se battent, d'après le général allemand. Alors ça, je vous dis comme ça parce que c'est la traduction de l'anglais en français et c'est pas très bien traduit, mais en anglais c'est comme ça. Donc voilà, presque tous les soldats ukrainiens sont tués ou blessés. Beaucoup de civils, ils disent les civils se battent d'après le général allemand. Et là, que lit-on? Donc ça vient de Berlin. Dans une révélation brutale qui souligne le bilan brutal du conflit en cours en Ukraine, le lieutenant-général allemand Andreas Marleau, commandant de la mission de formation de l'OTAN en Ukraine, a révélé des détails alarmants sur l'état des forces armées ukrainiennes. S'adressant au journal suisse Neue Zürcher Zeitung, Marleau a révélé que sur les 200 000 militaires disponibles en Ukraine en février 2022, une grande partie a été tuée ou blessée. Cette situation désastreuse a conduit les civils et les réservistes à devenir les principaux défenseurs des lignes de front ukrainiennes. Auparavant occupées par des soldats professionnels, ces lignes sont désormais en grande partie occupées par des individus ayant une expérience militaire minimale, ce qui met en évidence l'impact grave du conflit sur les capacités militaires de l'Ukraine. Marleau, qui dirige également le commandement des formations de l'Union européenne pour l'Ukraine en Allemagne, a critiqué la formation et la préparation des soldats ukrainiens. Il a déclaré, citation, « On nous envoie souvent des soldats fraîchement enrôlés avec lesquels nous devons enseigner les bases militaires de base dans un délai de 6 semaines. » C'est-à-dire, on leur envoie des civils, parce que c'est ça que ça veut dire. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres points sur l'Ukraine. Des civils, on leur donne juste un uniforme et on dit à l'Allemagne, allez-y, formez-les. Voilà. Ce manque d'expérience et de formation des soldats ukrainiens est une préoccupation majeure, surtout compte tenu de l'intensité du conflit. Le défi pour les forces ukrainiennes est aggravé par les progrès de l'armée russe en matière de guerre électronique et de contre-artillerie. Important ça, parce que c'est vrai qu'au début de la guerre, la contre-artillerie russe était pas terrible, et évidemment, ils ont vu leur faiblesse, et au fil des mois, ils n'ont cessé d'améliorer leur contre-artillerie. Utilisant des technologies sophistiquées telles que des drones
et des munitions errantes. Les forces russes ont démontré des capacités significatives dans les opérations de SAP, y compris la création d'une vaste ceinture de mines en Ukraine. Marleau a observé, citation, « Ils ont beaucoup appris dans la lutte contre les barrières, comme le montre l'immense, c'est-à-dire les défenses, comme le montre l'immense ceinture de mines qu'ils ont posée en profondeur à travers l'Ukraine, ce qui a obligé les Ukrainiens à lutter énormément pendant leur contre-offensive. » Réfléchissant sur les performances de l'armée russe, Marleau a souligné dans le New Zürcher Zeitung allemand leurs pertes énormes et les problèmes liés au professionnalisme de leurs soldats. Et là, on parle bien des soldats ukrainiens. Il a suggéré que les Russes pourraient avoir encore plus de difficultés que les Ukrainiens à former correctement leurs soldats avant de les envoyer au front. Ah bah fallait bien qu'il suggère ça quand même, parce que sinon il aurait passé pour un pro-russe s'il n'avait pas dit ça, et on lui aurait peut-être interdit les médias, comme Zelensky avait interdit les médias à Zaloujny. Voilà, bon, Zaloujny a pu quand même déterrer deux interviews à The Economist, mais pas plus. Il avait interdiction de parler aux médias ukrainiens, Zaloujny, quand il a été mis dans un placard à balai pendant près d'un an. Le conflit en Ukraine, qui s'est fortement intensifié en 2022, a attiré l'attention internationale, les pays de l'OTAN apportant un soutien varié à l'Ukraine. La révélation d'un taux de perte aussi élevé parmi les forces armées ukrainiennes met en évidence la brutalité du conflit et les immenses défis auxquels l'Ukraine est confrontée pour défendre sa souveraineté. La situation telle que décrite par Marleau dresse un sombre tableau des forces armées ukrainiennes, fortement dépendantes des civils et des réservistes et confrontées à un adversaire qui s'adapte et apprend rapidement dans le domaine de la guerre moderne. Ouais, ça c'est la grande force de l'armée russe. Ils s'adaptent en permanence, ils essayent de s'améliorer en permanence et avec une efficacité impressionnante, il faut le dire. Ces informations supplémentaires tirées de l'article New Zürcher Zeitung permettent de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les forces armées ukrainiennes et les complexités du conflit en cours en Ukraine. Voilà. C'était long, mais ça en disait long. Donc, vous voyez, c'est quand même le titre est provocateur, hein, j'ai envie de dire, hein, quand même. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article. Alors voici un article du New York Times qui date du 11 janvier 2024, bien sûr. Et que dit-il? L'aide militaire américaine à l'Ukraine a été mal suivie. Tiens, selon un rapport du Pentagone. Le rapport révèle que les responsables et diplomates américains n'ont pas réussi à rendre compte rapidement ou pleinement de la totalité des près de 40 000 armes envoyées au front. Alors bon, ça fait juste beaucoup plus d'un an, je sais pas, peut-être 13 ou 14 mois, que je vous le dis, je vous ai montré le reportage de CBS, et d'ailleurs le reportage de CBS, je l'ai mis en entier, c'est-à-dire j'ai mis le reportage en entier, donc de CBS, il est sur ma chaîne Odyssée, je ne pouvais pas le mettre sur YouTube. Donc le reportage est en entier. Bref, je vous en ai parlé des centaines de fois du fait que l'aide militaire américaine n'est pas suivie, d'ailleurs même celle de l'Union européenne, bien entendu. Donc voilà, d'où la contrebande, d'où le marché noir, d'où le fait que les piliers du gouvernement ukrainien font du détournement de ces armes et les revendent au marché noir. Pareil pour les mafieux ukrainiens, les seigneurs de guerre ukrainiens, les oligarques ukrainiens, etc., etc. Je vous en ai parlé tellement de fois. Mais apparemment, depuis plus d'un an, donc rien n'a été fait. Il y a eu beaucoup de promesses, rien n'a été fait. Voilà. Au 11 janvier 2024. Voilà. New York Times. Alors je vais vous lire une bonne partie de l'article, vous allez voir, c'est édifiant. Plus d'1 milliard de dollars de missiles à l'épaule. Bon, ça, c'est les systèmes anti-aériens ou anti-tanks portables.
du style Stinger et Javelin. Des drones kamikazes, des lunettes de vision nocturne que les États-Unis ont envoyées en Ukraine n'ont pas été correctement suivies par les responsables américains, conclut un nouveau rapport du Pentagone, faisant craindre qu'ils pourraient être volés ou introduits en contrebande à un moment où le Congrès débat de l'opportunité d'envoyer davantage d'aide militaire à Kiev. Le rapport de l'inspecteur général du ministère de la Défense, publié jeudi, n'offre aucune preuve que les armes aient été utilisées à mauvais escient après avoir été expédiées vers un centre logistique militaire américain en Pologne ou envoyées sur les lignes de front ukrainiennes. Ils n'ont aucune preuve que les armes ont été employées à mauvais escient. Bon. Alors évidemment, ils se défendent comme ils peuvent. Hein. Mais il a révélé que les responsables de la défense et les diplomates américains à Washington et en Europe n'avaient pas réussi à rendre compte rapidement ou pleinement de la plupart des quelques 40 000 armes qui, selon la loi, auraient dû être étroitement surveillées, car leur impact sur le champ de bataille, leur technologie sensible et leur taille relativement petite en font une prime attrayante pour les trafiquants d'armes. Citation. Ceux-ci sont identifiés comme étant des éléments qui, en raison de leur sensibilité, de leur vulnérabilité au détournement et à une mauvaise utilisation ou de leurs conséquences, il est particulièrement important de mettre en place ce suivi et cette responsabilité supplémentaire, a déclaré Robert P. Storch, inspecteur général du Pentagone. Ça veut dire que, depuis le temps qu'ils en parlent, parce que c'est pas la première fois qu'ils promettent qu'ils allaient surveiller le matériel envoyé, toujours rien n'a été fait, parce que c'est ce que ça veut dire. Donc ce Robert P. Storch, qui est l'inspecteur général du Pentagone, qui est également le principal organisme de surveillance de l'aide américaine, envoyé pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine. Guerre de l'Ukraine. Le rapport a été envoyé au Congrès mercredi et une copie en a été fournie au New York Times. L'inspecteur général du Pentagone en a publié jeudi une version expurgée. Il n'a pas enquêté pour savoir si des armes avaient été détournées à des fins illicites, ce qui dépassait la portée de notre évaluation, a-t-il noté. Ah bah oui, ça, il n'a pas pu enquêter, ça dépasse son champ d'action. Hein. Le nombre d'armes examinées dans le rapport ne représente qu'une petite fraction des quelques 50 milliards de dollars d'équipements militaires que les États-Unis ont envoyés à l'Ukraine depuis 2014. C'est faux, c'est beaucoup plus élevé, mais bon, faut bien donner un chiffre officiel qui rassure. Lorsque la Russie s'est emparée de la Crimée et de certaines parties de la région orientale du Donbass. La plupart des armes livrées jusqu'à présent, notamment des chars, des systèmes de défense aérien, des lanceurs d'artillerie et des munitions, ont été promises après l'invasion à grande échelle de la Russie en février 22. Pourtant, l'enquête offre un premier aperçu des efforts déployés pour expliquer les outils les plus sensibles de la puissance militaire américaine qui ont été déployés en Ukraine au cours des 2 dernières années. Ah oui, il y a eu des efforts, hein, ça c'est sûr, qui ont abouti à rien. À cette époque, alors que les inquiétudes grandissaient quant au fait que l'afflux d'armes conduisait inévitablement au trafic d'armes, les législateurs ont exigé une surveillance stricte des expéditions. Vous vous souvenez, à l'époque, il y a pas loin d'1 an, je vous avais dit que des javelines ont été retrouvés parmi les gangs mexicains à la frontière du Mexique. Je crois pour ceux qui me suivent, les assidus, vous vous en souvenez peut-être. Ça avait fait grand bruit aux États-Unis. Les conclusions publiées jeudi alimenteront presque certainement le scepticisme du Congrès quant à l'octroi d'une aide militaire accrue à l'Ukraine. Déjà, les républicains de la Chambre bloquent un plan de dépenses de sécurité nationale qui fournirait 61 milliards de dollars supplémentaires pour l'effort de guerre alors que les troupes de la première ligne commencent à manquer d'armes. Si l'on ajoute cela à la longue liste de corruption et de contrebande d'armes de l'Ukraine, la demande d'une comptabilité plus rigoureuse va certainement augmenter. Bah oui, tu m'étonnes. Je vais pas aller... le truc est trop long. Mais vous voyez, il n'y a que maintenant qui se réveille. Donc, c'est publié par le New York Times, 11 janvier 2024. Il se réveille que maintenant. Ah ben, on en a déjà parlé il y a un moment. Il faudrait qu'on vraiment fasse une enquête sur les armes. Oui, ça fait plus d'1 an qu'on en parle. Mais là, on va en parler encore plus.
Parce que là, il va y avoir encore un vote du Congrès, hein. Là, faut vraiment qu'on en parle. Oui. Alors pourquoi ils ne font rien? Ben parce que tout simplement, les États-Unis ont déjà leur propre logistique. Là, présentement, pour l'aide à l'Ukraine, ils ont du mal à suivre. Et ça coûte extrêmement cher déjà. Alors pourquoi ils renaclent? Parce que moi, je vous le donne, hein, je vous donne la vraie raison que j'ai lue dans des rapports de magazines d'armement spécialisés américains. Eh bien, en fait, pourquoi ils ne le font pas? Bah parce que ça demanderait une logistique beaucoup plus énorme et donc une logistique infiniment plus chère. Et comme déjà ils ont épuisé tout le trésor, eh bien, bah en fait, ils renaclent, ils font pas ça. Même s'ils savent que leur armement est envoyé à 50, 60, 70% en pure perte, c'est-à-dire c'est le pourcentage détourné, eh bien, bon, ça coûterait tellement cher la logistique et la surveillance, et ça rajouterait une telle complexité à une logistique qui est déjà extrêmement complexe du fait que l'aide militaire à l'Ukraine vient de dizaines de pays différents, donc avec une logistique propre à chaque matériel différente, voilà, parce que c'est du matériel différent, voilà pourquoi. Voilà, vous avez un petit scoop. Allez, je passe à un autre article. Donc là, je vais vous montrer une vidéo d'un ex-général qui s'appelle Krivonos, qui dit que la plupart des entreprises importantes d'Ukraine, c'est-à-dire des entreprises, des usines de fabrication militaire, ont été perdues. Donc je vais vous faire une traduction sur le fil. Donc on va voir tout ça ensemble. Que dit-il? Là, il dit cela met une pression sur notre économie. Hein, alors, ça vient de la télé ukrainienne. Hein. Давати навантаження на власну економіку. А у нас приклад. Donc là, il dit, et nous avons un exemple de ce qui a été dit d'abord quand notre gouvernement a épuisé nos plus puissantes entreprises. Про те, що ми спочатку говорили, коли у нас влада зливає найпотужніші підприємства, які спроможні qui étaient capables de produire des armes puissantes qui ont été détruites par les Russes. були випускати потужну зброю, яка нищила росіян, зливає ці підприємства. Donc, ce qui a encore une fois épuisé ces entreprises, donc ces entreprises ont beaucoup souffert et très sévèrement, et personne ne prend la responsabilité de ce qui est arrivé. Підприємства потерпають достатньо, скажімо, сильно, і ніхто не несе за це відповідальність. То quel genre de victoire peut-on parler si le gouvernement ne fait rien pour avoir cette victoire? Про яку перемогу ми можемо говорити, якщо влада ніц не робить нічого для нашої перемоги, влада думає тільки про перемогу. Le gouvernement pense qu'il suffit simplement de parler de victoire dans des possibles élections qui arriveront, mais aucune victoire en ce qui concerne la guerre. Il ne parle que de victoire pour les élections, mais pas de victoire pour la guerre. На можливих майбутніх виборах, але не про перемогу в цій війні. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce général qui donne donc un tableau très sombre hein, en disant que la plupart des usines les plus importantes ont été détruites par les Russes, ce qui donne effectivement un sombre avenir côté guerre pour les Ukrainiens. Là, on va regarder très vite un article de ABC News, donc un des plus grands journaux américains. L'hôpital constate une augmentation de 30% du nombre de soldats ukrainiens grièvement blessés selon un médecin. Jusqu'à 100 soldats blessés arrivent chaque jour dans un hôpital de Dnipro, a déclaré un médecin ukrainien bien sûr. Donc voilà, c'est ce médecin. Donc que dit l'article? Dnipro, alors les Russes disent Dnipropetrovsk,
Donc Dnipro-Ukraine, le nombre de soldats grièvement blessés soignés dans l'un des plus grands hôpitaux de traumatologie d'Ukraine a augmenté de 30% au cours des dernières semaines, selon un médecin-chef du pays. 30% en quelques semaines, les dernières semaines, 2-3 semaines. Le docteur Sergei Ridzenko a déclaré à ABC News que l'hôpital de Menchikov de la ville de Dnipro, à quelques heures de route des combats, reçoit désormais entre 40 et 100 hommes grièvement blessés chaque jour et son équipe effectue entre 50 et 100 opérations chirurgicales dans une période de 24 heures. Beaucoup de ces procédures sont des amputations, a-t-il déclaré. Voilà, donc ça c'est le grand journal américain ABC News qui dit ça, et c'est un médecin-chef d'un des plus grands hôpitaux du pays qui dit ça. Vous voyez que les langues se délient. Alors là, on va voir une vidéo absolument édifiante, énorme, d'un ex-procureur général d'Ukraine, Loutsenko, qui dévoile à la télé ukrainienne, qui commence à dire la vérité, mais de manière énorme. On sent que le SBU arrête de faire une censure à la télé ukrainienne, ce qui en soi est un énorme scoop. Et donc là, ce Loutsenko dévoile que l'armée ukrainienne perd 30 000 soldats par mois. Et vous allez voir d'où il tire ce chiffre, vous allez voir ça. Donc là, je vous traduis au fur et à mesure, comme je peux, parce que la traduction du russe à l'anglais déjà est mauvaise, mais bon. Je pense personnellement qu'il devrait dire le chiffre, le nombre de morts, le nombre de soldats ukrainiens tués. Я особисто вважаю, що вони при цьому мають назвати суму, кількість загиблих українців. Я знаю. Je pense qu'ils ne veulent pas le savoir. Je sais combien il est difficile d'accepter ce chiffre. Знаю, як вони цього не хочуть. І я знаю, як це важко буде сприйняти. Але інакше вивести з... Mais autrement, il sera impossible d'apporter une zone de confort à... Quoi, il sera impossible de retirer la zone de confort qu'on a donnée à des millions d'Ukrainiens en leur cachant la vérité, en leur donnant des histoires fantaisistes зону комфорту. Мільйони que n'importe qui peut servir au peuple. тих, хто ховається за різними байками про те, що може служити хто завгодно, крім мене, неможливо. Треба чесно сказати. Pour être honnête, les 500 000 dont on a parlé précédemment, parce que lui, il a parlé dans l'émission précédemment qu'il y avait eu 500 000 morts et blessés graves depuis le début de la guerre en Ukraine, côté ukrainien bien sûr. Donc là, il revient dessus, donc il dit pour être honnête, les 500 000 dont on a parlé sont à diviser en mois, et cela fait 30 000 morts et gravement blessés par mois. 500 тисяч, про яких зараз говорять. Якщо поділити на місяці, це по 30 тисяч в місяць. І тоді ми приблизно зрозуміємо. Si nous acceptons ces chiffres, nous accepterons la très difficile réalité de ce qui se passe réellement sur le front. Розуміємо, що відбувається на фронті. З вбитими і важко пораненими. Avec les morts et les gravement blessés. І треба людям сказати. Ils doivent dire au peuple la vérité. Je suis sûr que les Ukrainiens méritent cette vérité. Правду. Я впевнений, що українці заслужили на цю правду. Ils doivent trouver combien il y a exactement de morts, et ensuite toutes les discussions sur est-ce qu'il doit y avoir une mobilisation Вони мають дізнати. Qui doit être nécessaire pour finir le travail. Donc ils doivent savoir combien il y a de morts afin de... Et ensuite,
discuter de la mobilisation si elle est vraiment nécessaire pour terminer la guerre. Скільки загинуло, і тоді знімуться всі дискусії, чи потрібна мобілізація. Cela est la première étape. Et oui, ce sera un véritable choc. Це перший крок. Да, це буде шок. Mais à la fin, c'était précisément ce choc qui avait fait en sorte que un demi-million de gens se sont enrôlés dans l'armée, ou 500, bon, bref, c'est ce qui a fait que 500 000 militaires ont combattu et qu'il y a eu beaucoup d'enrôlements dans l'armée. Au début de la guerre, bien sûr. Але зрештою, саме такий шок привів 500 000 в воєнкомати 24 лютого. Немає іншого Il n'y a pas d'autre étape à faire. кроку. Бо єдиний марафон Parce que le marathon qui nous a un peu perdus depuis si longtemps, cela nous a amené à penser qu'il n'y avait pas de réelle menace. надто довго у бою, Et que les moscovites qui що немає sont ніякої загрози, а incapables проти нас воюють de faire quoi que ce soit ні на що не здатні москалі. et de combattre contre nous. C'est-à-dire ce marathon de guerre nous a fait en sorte qu'on pense que bon, bah, avec l'aide de l'Occident, on pouvait continuer comme ça indéfiniment, qu'il n'y avait pas de réelle menace et que les moscovites étaient des incapables et qu'ils ne pouvaient pas réellement nous combattre. Bon, évidemment, sous-entendu, c'est ce que la propagande disait à la télé. Souvenez-vous de mon point sur l'Ukraine de la semaine dernière où j'en ai très largement parlé de la propagande à la télé ukrainienne. Криворукі і дурні. Donc c'était complètement stupide de penser cela. І ця байка Et cette fable a mené des millions d'Ukrainiens à quitter le pays et beaucoup plus de millions à rester assis chez eux et в теплій воді. à se dire ben faudrait que n'importe qui peuvent se battre mais pas Привела moi до декількох мільйонів et pas mon fils. Voilà, donc n'importe qui d'autre mais pas moi et pas mon fils. ухилянтів, які втекли за кордон, і ще багатьох мільйонів, які сидять вдома і кажуть, хай воює хто завгодно, крім мене і мого сина. Voilà. Donc vous avez vu que c'est absolument édifiant comme vidéo. Et surtout que ça passe à la télé ukrainienne. Ça passe à la télé ukrainienne. C'est absolument incroyable. Vous voyez à quel point les langues se délient. Mais elles se délient de manière que je n'aurais jamais imaginé. On a l'impression que tout se précipite et que le gouvernement ukrainien commence à lâcher tout. C'est-à-dire à ne plus faire de censure du tout. C'est assez incroyable. Voilà, allez, on va passer à autre chose. Encore une vidéo extraordinaire, celle de Kadyrov en Tchétchénie devant des milliers de combattants tchétchènes. Donc vous allez voir ce qu'il leur dit, ce qu'il pense du futur, comment il veut mener la guerre et à la toute fin, ce qu'il pense de Vladimir Poutine. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Bon, je vais vous traduire au fur et à mesure. Nous sommes confiants dans l'avenir proche et nous annihilerons ces méchants. Alors ces méchants, les satanistes, les sionistes, les fascistes et le drogué de Zelensky qui est addict à la drogue. Мы уверены, что в ближайшем будущем мы уничтожим это шайтанов, сатанизм, ционизм, фашизм и главного этого наркомана Зеленского. Они другого не понимают. Ils ne peuvent pas être raisonnés. Ils sont en train de mener une tâche et cette tâche, c'est l'extermination de la population mâle d'Ukraine. Понимают, делают свое дело. Они хотят, чтобы в Украине не осталось мужского населения. И украинцы на это. Et puisque les Ukrainiens sont tout à fait d'accord pour cela,
nous les assisterons pour compléter cette tâche aussitôt que possible. Vous avez vu le sarcasme de Kadyrov, hein. C'est-à-dire, oui, nous les aiderons à exterminer tous les Ukrainiens mâles du pays, hein, comme ils sont en train de le faire sur eux-mêmes présentement. Это поддается. Ну, если это так, то мы попробуем побыстрее выполнить свое задание. Мы в ближайшем будущем. Dans un futur proche, nous terminerons l'Ukraine, dans le sens où nous les exterminerons, voilà, et ensuite nous continuerons à faire la guerre contre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. В будущем закончим с Украиной и дальше будем продолжать воевать с теми, кто не согласен с нами. Россия великая держава. Alors, la Russie est une très grande puissance et le président Poutine est le plus puissant, le plus sage et le plus intelligent des présidents et des commandants. Президент, верховный главнокомандующий Владимир Ильич, самый сильный, мудрый, великий президент и командир, за его спиной. Nous resterons toujours avec lui, derrière lui, à côté de lui. Nous marcherons en avant pour la guerre, pour défendre notre pays, notre peuple. Cela est notre joie. Рядом с ним, впереди, идти воевать, защищая нашу страну. Ou bonheur, hein, comme on voudra. Это за счастье. Voilà. Donc vous avez vu que c'est énorme, hein. C'est quand même énorme le discours de Kadyrov. Alors évidemment, c'est un discours extrêmement dur, extrêmement guerrier, mais bon, bah, c'est typique de Kadyrov, hein. Voilà. Donc vous avez vu en plus tous les combattants tchétchènes avec la Russie. Et là, les combattants tchétchènes combattent surtout sur Bakhmout présentement. Mais voilà, il n'y a pas toutes les forces tchétchènes encore là-bas, hein. Imaginez-vous quand il enverra tout le monde. Parce que là, c'est un discours très récent qu'il a fait de Tchétchénie, hein. Toutes les forces tchétchènes ne sont pas en Russie, hein. Donc voilà, moi de ce que j'ai compris, il y aurait 6000 forces tchétchènes en Russie sur les 20 000 soldats tchétchènes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo. Donc je vais finir par un article du New York Times, après on passera à la conclusion. Les défenses des patriotes ukrainiens à l'œuvre, explosion frémissante et éclat de lumière. Bon, titre un peu bizarre. Les systèmes de défense aériens fournis par les États-Unis ont aidé l'Ukraine à se défendre contre les assauts russes, mais Washington a prévenu qu'il ne serait pas en mesure de les maintenir approvisionnés très longtemps. Voilà, je voulais finir par ça. Bon, c'est une note un petit peu lugubre pour l'Ukraine, mais absolument rien d'étonnant, vous n'apprenez rien. Là, je vous montre ça, c'est juste pour vous montrer que le New York Times, mais bien d'autres, hein, commencent à admettre la vérité. En gros, ce que ça veut dire tout simplement que le complexe militaro-industriel des États-Unis et de l'Europe ne peut pas faire face à celui des Russes qui est infiniment plus puissant et infiniment plus performant et, pour ne pas dire aussi, beaucoup moins cher. Mais bon, voilà ce qu'on pouvait dire, donc vraiment de très mauvais augure pour l'Ukraine. Alors en conclusion, eh bien, on peut dire que rien de nouveau sous le soleil. Toutes les informations que je vous ai données, pour ceux qui me suivent, vous les savez depuis déjà un bon moment. Vous n'apprenez rien de nouveau. Là, ce que vous apprenez, c'est que la liberté de parole devient de plus en plus grande en Ukraine. Vous avez vu, ça fait quelques points sur l'Ukraine que je fais d'affilée, où je vous montre cette progression. La progression est très nette. Il y a une liberté de parole qui s'instaure en Ukraine. Liberté de parole qui s'instaure aussi dans les médias occidentaux, mais très lentement. En Ukraine, évidemment, cette liberté de parole est soudainement beaucoup plus brute qu'en Occident. Nous, en Occident, la liberté de parole des médias sur ce qui se passe réellement sur le front, va crescendo, mais très doucement.
Là, vous voyez, si vous me suivez bien, si vous suivez bien les points sur l'Ukraine depuis un petit mois environ, vous voyez qu'en Ukraine, cette rapidité de liberté de parole est extrême. C'est énorme. Et surtout, là, la télévision ukrainienne, c'est ça qui est le plus extraordinaire. Et c'est ça la vraie information à retenir. Cette censure qui disparaît en Ukraine. Alors petit à petit, mais voilà, mais de manière visible et importante. Donc, et même dans les médias télévisuels, et c'est ça le plus important. Donc, vous voyez que cette liberté de parole prouve que le SBU lâche la bride aux Ukrainiens, peut-être Zelensky hein, qui a décidé cela. En tous les cas, bah, c'est une très bonne chose, bien sûr, car enfin la vérité apparaît devant les Ukrainiens. Et vous voyez cet ex-procureur général Loutsenko que je vous ai montré, qui dévoile des vérités absolument terribles. Évidemment, il précise que bah, le gouvernement ne veut pas dire cela aux Ukrainiens. Mais comme il le dit très sagement, les Ukrainiens doivent connaître la réalité afin de savoir comment agir de manière la plus sage possible. Donc c'est très important pour les Ukrainiens de connaître la vérité, bien évidemment, car si on leur cachait perpétuellement la vérité et que quand il y aura une victoire totale russe, mais ils tomberont de très 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 haut. Ils tomberont de très 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 haut. Alors ils apprendront de la manière la plus dure qui soit à quel point ils ont été roulés dans la farine. Eh oui. Donc, bref, en tous les cas, moi, ma pensée, mon opinion, c'est que cette propagande énorme ukrainienne et même de tout l'Occident en disant que les combattants russes étaient complètement nuls, qu'ils étaient tous des poivreaux, qu'ils devaient prendre de la drogue pour aller se motiver pour aller combattre, parce qu'ils ne voulaient pas aller combattre, ils ne voulaient pas se battre pour leur patrie. Ils n'avaient pas d'équipement, quelquefois ils étaient habillés de manière totalement inadaptée pour le terrain, il manquait de missiles, alors ça le coup manquait de missiles, on nous a bassiné avec ça pendant des mois et des mois. Vladimir Poutine qui a 4 ou 5 cancers, il a Parkinson, il tient, regardez sa main tient la chaise en permanence, ça c'est Parkinson, ça on le sait, et David Pujada sur LCI qui disait ah ouais, il voit au moins 15 fois par semaine son oncologue, son cancérologue. Ah là c'est des signes. Là apparemment il va pas durer très longtemps, faut qu'il nomme un successeur. Vous vous rendez compte toutes les saloperies, toutes les sottises qu'on a pu entendre à la télé. Là je vous en ai donné un échantillon. Et ça a duré longtemps, ça a duré plus d'1 an comme ça. Hein. Vous imaginez maintenant toutes ces sottises balayées grâce à la vérité qui commence à apparaître dans nos médias et surtout, le plus important, dans les médias ukrainiens. Donc au final, quand la Russie sera totalement victorieuse, ce qui est inéluctable, eh bien peut-être que les Ukrainiens, voyant qu'ils ont été tellement roulés dans la farine, qu'on leur a fait une telle propagande qui leur a coûté des centaines de milliers de vies d'Ukrainiens qui ont, alors, je parle de soldats ukrainiens, et des milliers d'autres vies de civils, eh bien quand peut-être, ce n'est que mon hypothèse, peut-être que quand la vérité totale apparaîtra, je ne sais pas dans combien de temps, bah peut-être que ça va réunir totalement les Ukrainiens envers les Russes, qui sont un même peuple. Donc tout cela va peut-être définitivement, et même beaucoup plus qu'avant, c'est-à-dire il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, quand déjà les Ukrainiens étaient proches des Russes, bah peut-être que là, ça va les rapprocher comme jamais. L'Ukraine n'a jamais connu cela vis-à-vis de son peuple frère russe. Peut-être que ça va les rapprocher définitivement.
Après tout, on n'est pas à l'abri d'un miracle, hein. Vladimir Poutine a bien fait un miracle extraordinaire avec la Tchétchénie, qui était une région terroriste par rapport à la Russie. Russie qui a combattu les Tchétchènes, et regardez maintenant, regardez Kadyrov, regardez les Tchétchènes qui admirent Vladimir Poutine, qui veulent donner leur vie pour la patrie, c'est-à-dire la Russie. Donc un retournement à 180 degrés de la situation. Va-t-on connaître un second miracle avec l'Ukraine? C'est ce qu'on peut espérer pour la paix des peuples, pour la préservation de la vie, principalement des soldats ukrainiens, mais aussi des soldats russes, bien sûr, parce que évidemment, il y a des milliers de soldats russes qui meurent aussi, bien entendu. Mais ça arrêtera ces actes terroristes de Kiev à Belgorod, ou même ailleurs en Russie, peu importe où. Ça arrêtera tout cela, ça arrêtera cette folie. J'espère que ce sera le plus rapidement possible. Nous verrons bien. Voilà, allez, j'arrête là. On va passer à la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde, analyse avec un S sur Odyssée et Rumble. Je rappelle aussi pendant que j'y suis que ma chaîne Odyssée, c'est ma chaîne de référence qui n'est pas censurée. Il y a toutes mes anciennes vidéos depuis des années. Donc si vous voulez voir des anciennes vidéos, n'hésitez pas à aller sur Odyssée. Voilà, merci encore à tous de votre soutien et toujours, soyez curieux. Alors voici la carte militaire. Alors comme vous pouvez le voir, elle a changé cette carte militaire. J'ai mis des heures à trouver une nouvelle carte militaire parce que vraiment celle que j'avais était vraiment mauvaise à mon avis. C'était pas clair, on voyait pas bien net, on pouvait pas zoomer. Celle de Spoutnik était pas trop mal, celle que vous avez vue la semaine dernière, mais on pouvait pas vraiment zoomer, donc c'est pas très pratique. Elle était pas très claire. Là c'est une carte très claire, je trouve. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un Allemand qui fait cette carte. Quand on regarde dans le détail, bon, c'est une carte qui est quand même pro-russe, hein, faut être objectif un petit peu. Bon, moi, elle me semble très bien, mais bon, elle est clairement pro-russe, dans le sens où elle correspond bien à moi ce que je lis par rapport aux blogueurs russes sur Telegram. Donc ça correspond à ce que dit par exemple une de mes sources depuis toujours. Alors j'en ai beaucoup de sources, hein, mais celle dont je vous parle de temps en temps pour les cartes militaires, c'est Slaviangrad, qui est... alors là c'est quasiment une organisation russe hein, qui fait ça sur Telegram. Slaviangrad, il y a beaucoup de monde derrière qui travaille. Et bon, ça correspond à ce que dit ma source Slaviangrad. Donc c'est bon. Donc moi je l'ai trouvé pas mal. Pas par rapport à qui l'a faite ou etc. Non, c'est parce je la trouve simple, austère. Ça dit que l'essentiel, hein. Vous voyez, l'allemand là, il s'embarrasse pas de fioritures. Bref, commençons. Donc, ah oui, alors là où il y a les points rouges, c'est là où il y a les combats les plus intenses. Et vous voyez, là, il y a des ronds bleus. Les ronds bleus, c'est ce qu'ils considèrent comme les forteresses ukrainiennes. Donc, voilà. Bref. Donc, que peut-on dire? Là où il y a les combats les plus intenses, Klinky, toujours. Hein, donc, il y a toujours des envois d'hommes sur Klinky. Hachoir à viande absolument ridicule. Vraiment absolument ridicule. Bon, je vous dis ça toutes les semaines maintenant. Hein, rien ne change. Sauf que là, là, le froid est absolument terrible. Bon, ça dépend d'où on se trouve en Ukraine, mais on peut trouver du moins 20 degrés, du moins 30 degrés. Imaginez-vous l'état des soldats sur le front, hein. Alors côté ukrainien, côté russe, bien évidemment. Mais là, c'est surtout côté ukrainien, parce que côté ukrainien, on a des images dans les tranchées. Ils dorment dans les tranchées avec une simple bâche dessus, hein. Quand vous voyez les vidéos Telegram,
c'est absolument terrible. Est-ce que c'est pareil côté russe? Je ne sais pas, certainement sur tout le front, il doit y avoir évidemment des endroits terribles où il fait extrêmement froid et avec peu d'équipement. Bon, tout est possible, hein. Bref, en tout cas, côté ukrainien, c'est la folie comme d'habitude, puisque hachoir à viande, la Krinky est un véritable hachoir à viande ridicule. En plus, le froid est énorme. Imaginez-vous s'il n'y a pas de couche de glace, forcément, bah, ils ont forcément les pieds dans l'eau à un moment ou à un autre, ne serait-ce que quand ils débarquent. Donc, bref, ça doit être absolument terrible. Bon, rien ne se passe vraiment sur le front globalement, je vous le dis tout de suite, hein. Là, vraiment, ça va être rapide parce que c'est relativement calme, hein. Relativement calme, ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe sur le front, hein. Les Russes avancent toujours sur tout le front. Ils avancent toujours, mais quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres. Là, de tout ce que j'ai lu, je ne vois nulle part où ils aient avancé de plusieurs kilomètres. C'est vrai. Donc, quelques centaines de mètres, c'est le maximum côté russe. Les Ukrainiens, eux, ne font que reculer, hein. Il n'y a nulle part sur la ligne de front où les Ukrainiens, et ça fait déjà, j'ai envie de vous dire, peut-être 2 mois et demi que c'est comme ça, 3 mois, les Ukrainiens ne reprennent rien, dans le sens où ils peuvent y rester au moins plusieurs semaines, hein. Je ne vous parle pas des allées-venues, hein. Et là sur la région, la petite région d'Orirov, ici, qui est dans l'oblast de Zaporojye, eh bien là par contre on peut dire quelque chose d'intéressant, c'est que moi j'ai appris sur cette région-là, c'est pas un scoop ce que je vais vous dire, hein, parce que c'est utilisé depuis le début de la guerre par les Russes, mais particulièrement ici, les Russes jouent au chat et à la souris, et ils font exprès. Et là, j'ai le cas de Rabotino, où en fait, les Russes prennent Rabotino, et exprès, ils s'en vont, ils font une retraite, afin que les Ukrainiens arrivent pour mieux les détruire. Comme ça, ils savent exactement où sont les Ukrainiens. C'est beaucoup plus facile pour les drones et les tirs d'artillerie ou les bombes de les toucher, puisqu'on sait exactement où ils vont être en faisant cette stratégie. Bon, ils font ça partout sur tout le front, mais particulièrement puissamment ici dans la petite région de la localité autour d'Orirov. Là, ils le font. Alors, c'est des allées-venues sur Rabotino, et ça marche à 100% à chaque fois, d'après ce que disent les blogueurs russes sur Telegram. Ça marche tout le temps. Donc, alors pourquoi ça marche tout le temps? Bah, tout simplement parce que à chaque fois que les Ukrainiens prennent un bout de Rabotino ou un bout de terrain ici, puisque ici c'est quand même la zone la plus prestigieuse, c'est là où ils devaient faire leur grande offensive, où ils devaient percer Tokmak, Militopol et la mer d'Azov. Donc c'est la zone la plus précieuse. Donc à chaque fois qu'ils prennent quelques centaines de mètres, ils espèrent que ça passe dans les journaux, afin de faire de la communication. Malheureusement, plus personne n'en parle. Même les journaux ne parlent plus de cela. Donc ils perdent sur tous les tableaux, parce que avant ils envoyaient perpétuellement du monde traverser le Dniepr ici, perpétuellement ils se faisaient détruire, mais dans les journaux, les médias, à la télé, ils disent ah, ils ont atteint l'îlot voilà, X, ils ont atteint le bout voilà, de l'est du Dniepr, ici ils ont atteint ça, ce bord de rivière, ah, magnifique et tout. Là, même plus, les journaux n'en parlent plus du tout. Donc, ils font toujours un hachoir à viande, ils se font massacrer, mais ils ont même plus le côté côté communication qu'ils avaient avant. Ils ont même plus ça maintenant. Maintenant, c'est que des mauvaises nouvelles. Je parle dans les grands médias, hein. C'est que des mauvaises nouvelles. Donc, depuis maintenant 2 mois et demi à peu près, en gros. Donc là, vous voyez, comme je le disais, les 2 petits ronds, c'est les forteresses. Donc sur Ougledar, rien ne s'est passé. Donc Ougledar, rien ne s'est passé, mais vous voyez que les forces russes entourent bien Ougledar, hein. Donc bon, c'est pareil, à force d'avancer de 10 mètres, de 20 mètres, les mois passant, on avance quand même un tout petit peu.
Donc là, sur Malinka, moi, j'aurais mis la pointe un peu plus ici, d'après ce que j'ai lu, parce que j'ai lu qu'ils étaient proches de Kurarove, Kuraravo, pardon, en vraie prononciation. Moi, je les aurais mis là, les Russes, mais bon, voilà, on verra peut-être la semaine prochaine. Donetsk, ben, se fait toujours taper par par l'artillerie ukrainienne, mais beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins qu'il y a 2 ou 3 semaines, par exemple. Donc ça, c'est normal, et puis à un moment donné, ça s'arrêtera, hein, forcément, quand les Russes avanceront plus en avant, parce que c'est surtout de là que l'artillerie faisait mal, hein. Donc là, de cette ville-là, donc Krasnogorivka, ici, et Kurarovo, ici. Ça venait de ces 2 villes, donc quand ils prendront cette ville-là, à mon avis, il y aura plus grand-chose. Après, les tirs d'artillerie pourront venir de Karlivka, ici, et ce sera tout. Après, ce sera définitivement fini. Donetsk sera libéré enfin des tirs d'artillerie. Je vous rappelle que Donetsk est perpétuellement bombardé sur des zones uniquement civiles depuis 9 ans maintenant, plus de 9 ans. Je le rappelle comme ça, hein. Et c'est admis par tout le monde, hein, par les médias aussi, hein. Il n'y a absolument rien de militaire dans Donetsk. C'est admis maintenant, ouais, depuis longtemps en réalité par les médias, hein. Alors maintenant, Avdiivka, bah Avdiivka, tiens, c'est dommage, là c'est un peu mal placé parce que ça bouche un peu la vue, le rond bleu, mais bon, nous verrons. Bref, donc Avdiivka, bah, les Russes avancent toujours. Donc là, ils ont avancé sur la pointe nord, mais pas grand-chose, hein. Franchement, il y a pas grand-chose. Sur Stepove, pas grand-chose non plus. Donc ils essayent toujours, bah, de prendre ce deuxième gros village, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça avance pas beaucoup. Ils avancent, hein, mais vraiment très très peu. Sur tout le front, les Russes avancent quasiment pas, hein, faut dire la vérité, ils avancent quasiment pas. Cette semaine, rien ne se passe vraiment d'intéressant. Au sud de Bakhmout, il n'y a rien qui se passe. Si, là, sur la pointe nord de Bakhmout, et ici, là, ils poussent vers Tchassiviar, évidemment, qui est un verrou. Tchassiviar est un verrou, hein, donc c'est pas une forteresse du tout, hein, mais c'est un verrou, hein, donc faut absolument le retirer, ce verrou. Sur Klitchiivka, bah, c'est toujours dans un chaudron, mais ils avancent pas et ils n'arrivent pas à fermer les Russes. Ils concrétisent pas. Alors, guerre d'attrition, je vous rappelle, hein, depuis très 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 longtemps. Dans la zone de Sivelsk, là ça se bat beaucoup. Et vous pouvez voir que là, les points de combat chauds sont loin, hein, quand même, de la ville de Sivelsk. Voilà, donc c'est pour vous dire que ben il y a bah, évidemment, là ce qu'on voit c'est une zone consolidée, mais comme je vous l'avais dit il y a un moment sur Stepove, je vous avais dit que les Russes ils faisaient des allées et des venues, hein, des fois c'était vide, il n'y a pas de Russes, des fois il y a des Russes. Bon, il n'y a jamais d'Ukrainiens par contre, mais des fois il y a des Russes, des fois il n'y a pas de Russes. Bon, là maintenant, ça semble consolidé sur Stepove, hein, alors consolidé dans le sens avec des troupes permanentes. C'est-à-dire où là, il y aurait, je dis bien, en tout cas, bien sûr, ça a été pris par les Russes, hein, depuis un moment déjà, mais sauf que là, ce serait consolidé. Bon, nous verrons bien. Nous verrons bien. De toute manière, au niveau du front, il y a toujours un côté flou, hein, parce que c'est très malléable, hein. À un moment ils sont là, à un moment ils sont pas là, c'est très malléable, hein. Quand on dit qu'une zone est prise, c'est quand vraiment l'adversaire ne peut plus revenir pour consolider quoi que ce soit, et que c'est l'adversaire qui lui peut consolider selon sa volonté. Voilà, c'est comme ça qu'on peut raisonner, parce que sinon on s'en sort plus, c'est tellement changeant. Donc là, les Russes sont arrivés ici, hein, à l'ouest de Stepove. Il y a eu des incursions, il y a eu des combats.
Ils sont repartis, donc c'est ce qu'on appelle des envois de reconnaissance offensive. Donc voilà, donc c'est pas de la consolidation, c'est pas pour prendre du terrain, c'est pour faire de la reconnaissance, se battre éventuellement et repartir. Là, il y a eu des combats. Il y a eu des combats, je ne sais pas si les Russes sont fait exterminer ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que lui a marqué effectivement. Et sur Telegram, oui, il y a eu des envois de Russes ici, effectivement. Bref, là, bah, évidemment, sur Kupiansk, bah, les Russes essayent toujours plus ou moins d'avancer, mais à mon avis, bon, là, il a mis que c'était chaud ici dans la zone, mais moi, j'ai pas trouvé dans les rapports Telegram que c'était chaud ici, hein. Moi, ce que j'ai lu, c'est que là, les Russes étaient en pure défensive, ils attendent que les Ukrainiens avancent. Pour moi, là, sur Kupiansk, les Russes ont pas avancé, hein. Pas du tout. Moi, c'est ce que j'ai lu. Bon, après, voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, croire, pas croire. En attendant, ben voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire.